Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui vient de s'achever a été marquée par la publication des très attendus chiffres d'inflation aux États-Unis. Pourquoi très attendus ? Parce que depuis des mois, les chiffres d'inflation progressaient, surprenaient à la hausse aux États-Unis pour atteindre jusqu'à 9,1%, le niveau le plus élevé depuis 1982 pour le mois de juin. Et donc on attendait cette semaine les chiffres d'inflation pour le mois de juillet et le consensus était déjà en attente d'un chiffre un peu plus bas que le mois précédent, ce qui a été confirmé. Et sachant que le chiffre qui a été publié est ressorti même en dessous du consensus. On a eu un chiffre donc, pour le mois de juillet de 8,5% de progression annuelle des prix. Le mois précédent, je vous le disais, on était à 9,1%. Donc, bonne surprise pour le marché. Quelle a été la conséquence de ça ? Eh bien, c'était une détente des taux pas forcément extraordinaire, mais les taux américains sont partis un petit peu à la baisse. On a eu également un petit affaiblissement du dollar. Le dollar, on rappelle, depuis le début de l'année, poussait très fortement. Il s'est un peu calmé quand même ces dernières semaines, mais on va dire que la trajectoire globale des marchés depuis le début de l'année, ça avait été des indices orientés à la baisse, avec un dollar qui poussait fortement. Pourquoi ? Parce que le marché craignait les mouvements de taux de la Fed, donc le dollar se renforçait parce que, en prévision de hausse des rendements sur les actifs américains, notamment la partie obligataire, plus ce dollar va le refuge dans un contexte de géopolitique et économique un petit peu délicat. Et donc finalement, cette inflation qui arrive un peu plus faible qu'attendu, ça détend un petit peu tout le monde, ça détend les taux, ça détend le dollar, ça permet au marché américain et au marché européen, partout, même aux marchés mondiaux, de rebondir un petit peu, sachant que ces marchés avaient déjà rebondi après la conférence de presse de Jérôme Powell en juillet, fin juillet, donc qui avait déjà eu des propos un petit peu plus souples que lors des réunions précédentes, commençant déjà à évoquer le moment où il faudrait ralentir la cadence des hausses de taux. Donc le marché avait déjà bien apprécié cette petite phrase-là. Ça s'est donc poursuivi cette semaine avec des chiffres d'inflation en dessous des attentes. Et donc, on a même eu un niveau de volatilité qui est passé brièvement sous les 20 aux États-Unis. 20, donc c'est quoi ? C'est le niveau de volatilité qu'on mesure via le VIX, qui est l'indice de volatilité du plus gros indice américain, le S&P 500. Donc cette volatilité à 20, ça fait plusieurs mois qu'on ne l'a pas retrouvée dans cette zone de 20. On rappelle quelques zones comme ça pour la volatilité entre 10 et 20. C'est une situation qui est à peu près normale sur les marchés. Il y a un stress qui est presque absent, très très faible. Entre 20 et 30, c'est une vigilance accrue de la part des investisseurs avec de la couverture qui s'opère, c'est-à-dire on a un peu de crainte économique, donc on couvre les portefeuilles actions en achetant des contrats de volatilité, donc en achetant du VIX. Quand ça commence à monter entre 30 et 40, là c'est un stress très affirmé qui traduit vraiment un schéma d'inquiétude de la part des investisseurs. Et puis quand on monte au-delà de 40 de volatilité, qu'on va jusqu'à 70, 80, là c'est la panique. C'est ce qu'on avait pendant la crise des subprimes, pendant la crise du Covid. Voilà, c'est les niveaux de panique. Donc à 20, eh bien, on a un niveau de volatilité qui revient des zones de confort, on va dire. Et donc, des indices qui rebondissent. Après, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le plus dur est passé ? Est-ce que finalement, ça y est, c'est enfin ce qu'on attendait, une inflation qui commence à se replier un petit peu ? On rappelle quand même que les prix ne baissent pas. C'est la progression des prix qui a ralenti aux États-Unis au mois de juillet sur une base annuelle. Donc, ce qui compte effectivement pour le marché, c'est que la tendance semble s'infléchir. Après, ce qu'il faudra quand même surveiller dans les semaines qui arrivent, et dans les mois évidemment, mais dans les semaines déjà, c'est est-ce que la macro américaine va un peu dans ce sens-là aussi ? Parce que certes, c'est très bien pour le marché qu'une inflation reparte un peu à la baisse. Par contre, est-ce que l'empreinte sur l'économie va aussi se détendre ? Est-ce que les consommateurs continueront à consommer, même si l'inflation est un peu plus faible. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque d'érosion quand même ? Une inflation qui baisse, c'est bien, mais à quelle vitesse va-t-elle baisser ? Combien de mois faudra-t-il pour revenir sur un niveau, on va dire, moins inquiétant pour les consommateurs ? Et donc finalement, on est dans une phase où il faut aussi s'assurer que le marché est une perception, c'est une chose. Est-ce que dans l'économie réelle, ces niveaux d'inflation continueront à être assez peu impactants ? Parce que finalement, on a vu une saison de résultats qui n'était pas mauvaise, qui était un peu ralentissante par rapport au trimestre précédent, mais qui n'était pas une mauvaise saison de résultats. Donc on a vu une micro qui tenait plutôt pas trop mal. Les dernières données macro-américaines, ça avait plutôt pas mal ralenti au premier semestre. Les dernières données étaient plutôt de bonne nature. Je pense notamment à l'ISM Service, par exemple, qui était assez costaud. On sait que les services, c'est une grosse partie de l'activité économique américaine. Donc est-ce que l'économie reste finalement
accepte de vivre avec une inflation élevée encore quelques temps, ou est-ce que finalement on va entrer dans une phase qui va commencer à marquer l'empreinte de l'inflation? C'est un phénomène assez lent pour que ça commence à impacter l'économie, l'inflation. C'est pas tout de suite, du jour au lendemain, parce que les prix sont élevés, que tout s'arrête. Est-ce que l'inflation élevée comme ça, même si elle commence à ralentir, ne va pas commencer à épuiser un peu le consommateur, sa capacité, enfin son épargne déjà, son envie de consommer, de voyager, etc. Donc ça sera à surveiller. Donc, dans les semaines qui viennent, la macroéconomie va être importante. Pourquoi? Parce qu'on vient quasiment de finir la saison des résultats. Donc ça, c'est acté. On a terminé les annonces de banque centrale. Il n'y aura pas de réunion de banque centrale en août. Les prochaines décisions se prendront en septembre pour la BCE et pour la Fed. Il y aura seulement, ce sera important quand même, mais il y aura seulement le symposium de Jackson Hole à la fin du mois d'août, réunion des banquiers centraux, qu'on va quand même écouter avec attention. Mais pour que le marché prenne la température, pour que les investisseurs prennent la température, quasiment les seuls éléments qu'ils auront dans les jours à venir, c'est la macroéconomie. Et on va en reparler d'ailleurs. La semaine prochaine, il y a quelques statistiques intéressantes à suivre, notamment sur la consommation. Donc, c'est presque le seul élément de cette semaine qui était important à suivre. 7 éléments sur l'inflation aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que l'inflation a un petit peu ralenti aux États-Unis? C'est surtout l'énergie. L'énergie, voilà, cette fois-ci, a contribué au ralentissement des prix. C'est également les biens, le prix des biens, la hausse des prix des biens a ralenti. Par contre, ce qui tire toujours les prix à la hausse, c'est les services. Il n'y a pas de ralentissement sur la hausse des prix pour l'instant dans les services. En tout cas, ça contribue toujours positivement à l'inflation, dans le sens où ça tire l'inflation à la hausse, et également tout ce qui est alimentation, qui est continue l'alimentation, continue également de tirer à la hausse. Donc, voilà les éléments concernant l'inflation. Et donc, voilà, quelles ont été les réactions ensuite? Certains membres de la Fed, donc ont salué évidemment, les membres de la Réserve fédérale qui se sont exprimés cette semaine ont salué des chiffres qui étaient en dessous des attentes. Beaucoup considèrent que le chemin est encore très long. Et je vais prendre les propos de Kashkari, qui est un membre pourtant habituellement très accommodant de la Fed, qui considère qu'on est très, très, très loin, pour reprendre exactement ces termes, très, très, très loin de parvenir donc à faire pour l'instant à une victoire finale sur l'inflation. Et lui, dans ses projections de hausse de taux, considère que la Fed va devoir encore aligner beaucoup de taux d'ici la fin de l'année, et aussi l'année prochaine, alors pas forcément beaucoup l'année prochaine, mais les poursuivre en tout cas ces hausses l'année prochaine. Et il dit, je trouve irréaliste que le marché anticipe une baisse de taux dès le début de l'année prochaine. Parce que c'est ce que l'on voit quand on regarde les anticipations de marché. Eh bien, le marché anticipe que les taux vont encore pas mal monter cette année, mais que dès l'année prochaine, on commencerait dès le premier semestre, on commencera à les baisser. Un des membres de la Fed dit non, ça c'est totalement irréaliste. Et il le dit d'ailleurs, et d'autres le disent. On ne monte pas les taux comme ça pour les baisser aussitôt après. Donc ça va aussi dire que la Fed va peut-être faire attention maintenant jusqu'où elle monte les taux. Si c'est pour ne pas les bouger en plusieurs mois, ce qui peut peut-être aussi être un signal positif, disant que du coup, les amèneront peut-être pas si haut que ça, parce que comme Jérôme Powell l'avait expliqué, les taux qui ont déjà été relevés continueront à produire des effets dans les mois à venir. Et donc, il faut bien aussi tenir compte de l'effet décalé des hausses de taux. Pas la peine d'en mettre trop non plus, sachant que celles qui ont déjà été mises en place, des hausses de taux, continueront à produire des effets. Donc, en tout cas, la Fed semble quand même envoyer des messages au marché, qui est de dire, vous avez une anticipation des choses qui n'est pas celle que nous avons actuellement. Voilà, et donc, peut-être que vous êtes allé un peu en besogne, s'adressant là au marché obligataire, probablement, et peut-être au marché action aussi, peut-être que vous allez un peu en besogne dans les conclusions post-chiffre d'inflation ou post-conférence de presse de Jérôme Powell lors de la dernière réunion de la Banque centrale américaine. Voilà donc pour ceux qu'on peut retenir cette semaine. Une semaine prochaine qui va donc être riche aussi en statistiques. On a beau être en plein milieu de l'été, mois d'août, eh bien, les statistiques vont rester denses la semaine prochaine et vraiment intéressantes parce qu'on disait c'est la macro qui va être la ligne directrice. Lundi, on aura des statistiques sur la Chine. Chine, très importante statistique parce qu'on voit bien que la Chine, ça ne va pas droit. La croissance fléchit. L'immobilier inquiète toujours. Le pouvoir politique ne semble pas très serein d'ailleurs sur cette question macroéconomique. Donc lundi, on aura des chiffres sur... Alors il y a quand même un dernier chiffre qui était un peu rassurant sur les exportations chinoises, qui avaient un petit peu rebondi, même bien rebondi sur la dernière publication, mais les importations étaient encore faiblardes, signe que la demande intérieure n'était pas au top. Donc là, on aura lundi 3 statistiques, tout ce qui est production industrielle, vente au détail et investissement, donc une bonne prise de température de la macro chinoise, donc très important en ce moment. Mardi, ce sera au tour des statistiques allemandes de faire leur retour avec le ZIU, le sentiment économique en Allemagne, évidemment pays éminemment important dans le contexte géopolitique que nous connaissons.
Mardi après-midi, la macro américaine avec les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis. On verra comment ce marché absorbe des hausses de taux qui ont déjà eu une belle empreinte sur ce marché immobilier qui a fortement ralenti en termes de mise en chantier, permis de construire, vente de logements. Il y a déjà eu pas mal de statistiques en plusieurs mois qui ont montré un fléchissement de ce marché. Après, ça ne baisse pas tellement par contre en termes de prix. Immobilier aux États-Unis, ça plafonne un peu, mais ça ne baisse pas vraiment. Donc voilà, ça, on regardera un petit peu ça aussi. Parce que ça fait partie de ce qu'il faut arriver à faire pour que les prix aussi cessent un peu de progresser. À un moment donné, si les prix baissent, il faut aussi que ça se tasse un peu sur l'immobilier. Donc on va surveiller ça. Mercredi, ce sera sûrement des chiffres les plus importants de la semaine parce qu'ils touchent à la consommation américaine. Ce seront les chiffres des ventes au détail aux États-Unis. Donc on le disait, données très très importantes. Comment le consommateur compose avec cette inflation. On verra les ventes au détail la semaine prochaine. On aura mercredi prochain donc les minutes de la Fed, c'est-à-dire le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. On verra justement d'ailleurs dans ces minutes, est-ce que les minutes vont un peu dans le même sens des propos de Jérôme Powell durant sa conférence. Est-ce que ces minutes font apparaître un peu plus de souplesse que les minutes précédentes? Ça, c'est un élément important que nous verrons. Et jeudi, on aura également les ventes de logements existants aux États-Unis, donc une donnée immobilière à nouveau. Et on terminera la semaine, vendredi prochain, avec les prix à la production en Allemagne. On essaiera de voir si ces prix commencent à plafonner. C'était le cas aux États-Unis cette semaine, j'ai oublié d'en parler, mais ça y est, les prix à la production semblent aussi avoir touché un pic aux États-Unis. Donc on verra si c'est également le cas en Allemagne. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.